5e épisode de l'Industrie 4.0 en direct. Nous allons chez Nutri7. Bonjour Sébastien. Bonjour Alain. Tu es le directeur exécutif de ce site. Oui. Est-ce que tu peux parler un peu de ce que fait Nutri7? Alors Nutri7, c'est une ETI normande, une ETI familiale, Très bien. dont le mandat est de nourrir les enfants. Oui. Et en fait, on développe des solutions nutritionnelles pour lutter contre la malnutrition dans le monde. Ok, donc c'est un environnement complètement VUCA. Ok. Et je voulais savoir comment, dans ces conditions, tu arrives et Nutri7 arrive à rester innovant, agile et avoir un impact mondial. On réfléchit chaque jour à comment on peut servir notre mandat en fait, de lutter contre la malnutrition. Donc on réfléchit aux solutions de demain par rapport à d'autres produits, d'autres formules notamment, voire même des services, pour encore mieux honorer, on va dire, notre engagement, notre mandat originel. Ok. Et quels sont les challenges aujourd'hui? Les challenges aujourd'hui, c'est qu'en fait, on est passé d'une situation avec beaucoup de financement, qui a nécessité beaucoup de fabricants, beaucoup de fournisseurs. Ces financements aujourd'hui sont beaucoup moins importants. Donc on se retrouve avec une capacité mondiale beaucoup plus importante que le niveau de financement. Donc on est obligé de se réinventer, on va dire, dans la continuité. Ça veut dire que la contrainte qu'il y avait déjà avant, qui n'était pas facile, maintenant s'intensifie. Oui, elle s'est vachement intensifiée par rapport à notamment la concurrence, pour être transparent, une concurrence assez low cost. Donc il faut qu'on arrive à accentuer encore plus notre valeur ajoutée, nos points de différenciation dans ce contexte-là et pour le futur. D'accord. Donc qu'est-ce qu'on va voir, qu'est-ce qu'on peut voir dans cette belle usine aujourd'hui? Dans cette belle usine, vous allez pouvoir voir plein de belles choses, des beaux produits, un process innovant, très technologique, très digitalisé. Qui est résilient, qui est agile? Résiliente, agile, puisqu'on est de toute façon sur un mandat chaotique à la base, donc on manage l'incertitude quasiment en permanence. Et pour autant, il faut qu'on assure une disponibilité des produits à tout moment. D'accord, il y a aussi la partie R&D aussi? Également la R&D qui innove donc en termes de produits, en termes de matières, et puis également l'industrialisation en termes de process, très bien. Pour pouvoir servir des nouvelles solutions. Et sans oublier votre réseau dans le monde, Amplifield. On a un réseau Plunpifield, donc avec notamment des producteurs locaux, plus proches des besoins, qu'on anime, qu'on accompagne et qu'on développe. À la fois sur des aspects qualité, ingénierie, R&D, etc. Et au cœur de tout ça, il y a quand même la technologie qui vous permet de pouvoir être suffisamment agile et absorber toutes ces contraintes. Plus que jamais, la technologie, la digitalisation est un vrai support pour pouvoir être encore plus agile, justement. Très bien. Créer du collectif, du collaboratif dans l'entreprise, autour des outils, voire prévoir, prédire autant qu'on peut nos besoins. Ok, donc je vais de ce pas faire la visite. On se revoit tout à l'heure, je pense, pour que tu m'expliques un peu plus ce qui se passe au niveau de la technologie. Avec plaisir, à tout à l'heure là. Bonjour Alain. Bonjour Oriane, comment vas-tu? Très bien, et toi? Super, très bien. Tu sais, Oriane, ce qui m'intéresse et ce qui me subjugue dans le business de Nutri7, c'est le niveau de variabilité que vous pouvez avoir, le niveau d'incertitude. Au-delà de ce qui est normal, vous en avez d'autres et c'est vraiment extrême. Est-ce que tu peux m'en parler en quelques mots? Oui, bien sûr. Alors le business de Nutri7, dès le départ, c'est un business qui est complètement hiératique. On est dans la gestion de crise. Mais cette gestion de crise, je dirais qu'elle s'est vraiment accélérée depuis les années Covid. D'accord. Avec le monde que l'on connaît tous, qui est de plus en plus complexe, avec la volatilité des matières premières, qui est un exemple clé, qui est très impactant chez nous. Aujourd'hui, on ne peut plus rien prédire. Mais aussi avec des clients qui sont de plus en plus chaotiques dans leur gestion. Ils dépendent des financements publics. On voit bien qu'aujourd'hui, les financements, du jour au lendemain, il ne peut plus y avoir de financement de l'aide américaine, par exemple. Donc, tout ça, c'est ce qu'on a vu récemment d'ailleurs. Voilà, ça impacte très très fortement notre activité. Et puis aussi des clients qui ne peuvent plus forcément s'engager. Aujourd'hui, on opère sur des pays du Sud. Par exemple, je vous prends l'exemple du Yémen. Le mois dernier, on devait envoyer une grosse quantité de produits pour un de nos clients au Yémen. Dernier moment, possible. Et donc là, on doit rerouter tous les flux, on change de produit. Donc voilà, c'est vraiment depuis quelques années une gestion de crise permanente. Donc une instabilité vraiment extrême, au-delà de ce qu'on peut envisager dans d'autres entreprises. Tout à fait. Et maintenant, dans ces conditions, qu'est-ce que ça veut dire agilité industrielle? Alors c'est une très bonne question. Alors pour moi, l'agilité industrielle, c'est avant tout un état d'esprit. Un état d'esprit des personnes qui composent… C'est quasiment culturel. Voilà, c'est culturel. C'est accepter qu'on ne sait pas. Mettre de côté toutes nos certitudes et ça de plus en plus. Quand je vous dis que même des commandes fermes sont capables d'être annulées au dernier moment, à un moment on peut même plus se poser là-dessus.
Après, il faut s'appuyer sur l'homme, du coup. Là. Il faut s'appuyer sur l'homme, il faut encourager la prise de risque, il faut encourager aussi la saisie d'opportunités, revoir nos plans, nos priorités en permanence, anticiper un certain nombre de choses, et puis cultiver aussi le droit à l'erreur. Je crois vraiment à cette méthode de test and learn. Voilà, on essaye, on se lance, on minimise la prise de risque et puis on apprend de donc tout ça. La prise de risque devient un avantage compétitif d'une certaine manière. Exactement. Ici, on est dans la zone mélange de l'usine. Et la zone mélange, aujourd'hui, notre usine, il faut comprendre qu'elle est composée de 3 mélangeurs continus. Oui. Et ces 3 mélangeurs continus, on a la capacité d'en activer 1, 2 ou 3, ce qui va nous permettre de varier. 3 mélangeurs au lieu d'en prendre un gros mélangeur. Exactement. Donc ça nous permet de diversifier nos produits, mais aussi de diversifier la volumétrie d'activité. D'accord. Avec aujourd'hui la capacité à monter en puissance d'un point de vue ressources humaines aussi. D'accord. Sur, de passer de 3 mélangeurs à un mélangeur à 2. D'accord. Et donc ça, c'est des oscillations qui ont lieu régulièrement. Très bien. Et ça, grâce à l'engagement des collaborateurs, ça c'est le premier point, mais aussi grâce à des outils de gestion de compétences qui sont intéressants pour gérer la formation du personnel. Ok, d'accord. Donc on va y revenir quand on va visiter l'usine, mais au-delà de l'usine, il y a également d'autres éléments d'agilité. Oui, bien sûr. Alors, pour moi, le point clé, c'est tout l'environnement aussi, la supply chain. Et un point qui est essentiel, selon moi, c'est les partenariats qu'on peut avoir avec nos fournisseurs. Très bien. Qui vont nous accompagner dans cette fluctuation d'activité et ça leur demande beaucoup d'agilité. D'accord. Les partenariats qu'on a aussi avec notre prestataire de stockage au Havre ou de transport. Qui subissent également. Donc c'est une vision plutôt long terme avec les partenaires. Exactement. En fait. Donc on crée vraiment des vrais partenariats plus que des relations clients-fournisseurs. Très bien. Et je comprends aussi qu'il y a des impacts au niveau du prix. Comment c'est géré dans ce cas-là? Tout à fait. Alors effectivement, on est passé d'un modèle où on avait, je vous le disais, pas mal de certitudes, des matières premières agricoles où on pouvait se dire, voilà, sur telle campagne de production agricole, on va pouvoir avoir un bon rendement et donc des bons prix. Pareil, des certitudes d'un point de vue activité. Aujourd'hui, on n'a plus ça. Et comme on accepte qu'on ne le sait pas, on est passé d'un modèle où on couvrait sur une longue période des achats de matières premières en pensant à faire des bonnes opérations et des achats stratégiques, que l'on faisait d'ailleurs à l'époque, à un modèle de sécurisation de notre marge. D'accord. Ça veut dire qu'on ne couvre plus sur du long terme, puisqu'on ne sait pas. Par contre, on va couvrir un horizon ferme de commande. D'accord. Et on va sécuriser le prix de vente versus le prix de revient industriel pour qu'on ait une marge qui soit sécurisée. Mais je comprends que c'est un peu plus sophistiqué que du cost plus. Hein. On fait un cours, on rajoute la marge. C'est bien ça. On n'est pas si binaire que ça. Il y a certains moments où on peut prendre des risques mesurés sur des couvertures un peu plus longues. Quand on a derrière l'appui via ses partenariats fournisseurs, de pouvoir être agile, de pouvoir décaler un certain nombre de contrats. Donc je te propose qu'on continue la visite de l'usine, si tu veux bien. Ok, donc allons-y. Alors voilà, donc là c'est une ligne complètement automatisée. D'accord. Qui permet de convoyer les cartons. La formeuse de caisse est juste là-bas. Et en fait, tu vas avoir ici le convoyeur jusqu'aux lignes de conditionnement. Donc ça tombe et puis ça... Voilà, on a exploité l'étage supérieur pour pouvoir gagner de la place sur la partie conditionnement. D'accord. Voilà. Ok, très bien. Et tout ça, ça magazine ici et puis ça va redescendre en bas. Voilà, là tu vas avoir, je te dis qu'il y avait 3 mélangeurs, donc 3 lignes principales de conditionnement. Donc ça tombe ici, ici et là-bas. D'accord, très bien. Oriane, on est à la fin de l'usine là, et là, ce sont les paquets qui s'en vont, les cartons. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les outils que tu utilises pour rendre cet outil de production plus agile? Oui, bien sûr. Tout à l'heure, je t'ai parlé de l'humain qui est au cœur du réacteur. Oui. On a vraiment, dans l'usine, mis en place pas mal d'outils digitaux qui nous permettent de désiloter, décloisonner les métiers entre eux. D'accord. Avec, en plus de l'excellence opérationnelle et beaucoup de rituels d'équipe, qui permettent en fait d'impliquer, d'engager chacun à tout niveau de l'entreprise. Que chacun se sente concerné. Exactement. On a vu aussi tout à l'heure les écrans qui permettent de voir aussi chaque bénéficiaire qui est impacté par la production. D'accord. Ils savent pourquoi ils travaillent en fait. Exactement. Ça donne du sens à chaque opérateur. Très bien. D'autres outils, notamment la différenciation au plus tard. Tout à fait. Alors là, on est en bout de chaîne, donc c'est intéressant. Hein. On est en train de palettiser et d'envoyer nos stocks chez Expelog. Je te parlais tout à l'heure d'une grosse fluctuation de volume. On a connu des années, notamment en 2023, où on était à peu près sur 70 000 tonnes dans l'usine. Oui. 2024, 27 000.
Wow. Voilà, réduction. C'est énorme ça. Énorme. D'accord. Et donc ça va passer aussi par de l'agilité supply chain, on en parlait. Ok. Donc c'est plutôt du make to stock. Alors on a fait beaucoup de make to stock. D'accord. Le make to stock comporte une part de risque qui est de plus en plus importante aujourd'hui avec nos manques de certitude. D'accord. Donc on essaye quand même de spécifier de plus en plus en make to order. D'accord. Voilà, pour ne pas prendre trop de risques. Ah oui, c'est mieux ça. Voilà, tout à fait. exactement. Et de maximiser la différenciation retardée chez notre prestataire de stockage. Ok. Aujourd'hui, là, vous voyez, on n'a pas d'étiquette sur les cartons. D'accord. Elles seront apposées seulement chez notre prestataire de stockage pour différencier au dernier moment. Et ça, c'est aussi une réponse aussi quand même à la fluctuation de matières premières. Tu as quelques chiffres à partager là-dessus? Oui, tout à fait. Je te parlais de fluctuation de matières premières. Pour te donner des ordres de grandeur, le lait, par exemple, la poudre de lait est passée de 3 000 € la tonne, plus de 3 000 € la tonne, à 2004. Bah, c'est énorme. Actuellement, donc quand c'est des gros taux d'incorporation dans nos formules, ça a un impact très très significatif. Et ça donne vraiment une idée de ce que Nutri-7 doit subir en termes de volatilité du marché et de l'environnement. Exactement. Okay. Tant d'un point de vue client qu'au début de chaîne. Ok. Merci beaucoup, Oriane, pour cette belle visite. Je t'en prie, Alain, à bientôt. À bientôt. Au revoir.